bienvenue dans ce podcast qui met en aventure la philosophie. L'alchimiste vous proposera 3 formats différents. Les paroles de sagesse, qui regroupent des histoires que racontaient les maîtres à leurs élèves, comme des sortes de fables de La Fontaine, à ceci près que la morale de l'histoire n'est jamais explicite. Les initiés savent entendre et interpréter ces paroles, mais pour les autres, je donnerai avec grand plaisir les premières explications. Vous verrez qu'à force d'en entendre, vous prendrez vite le pli de les interpréter sans mon aide. Le deuxième format s'attardera sur des histoires philosophiques en se concentrant sur des éléments concrets qui nous entourent et qui nous invitent à la réflexion. Du système solaire jusqu'aux plus petits microbes, il y a parfois des choses atypiques qui nous entourent et que nous ne connaissons pas forcément. Leur histoire vaut le détour et nous invite à repenser la place de l'humanité dans le cosmos. Le troisième format qui sera proposé est un format de conte philosophique, de jolies histoires que l'on se surprend à écouter avec un sourire et où la philosophie s'invite sans qu'on s'en aperçoive. Je vous propose de démarrer sans attendre avec ce troisième format sur un conte de Noël qui ne démarre pas très bien pour notre héros, mais qui nous enseigne que c'est dans l'adversité que naît le vrai courage. Je m'appelle Janus et j'ai 12 ans. L'histoire que je m'apprête à vous raconter ne peut être entendue que par un public averti. L'expérience qui m'est arrivée pourrait en laisser pantois plus d'un. Elle est réservée à un public sensible au mystère de la forêt. Réservée à un public qui n'aura pas peur d'affronter l'inconnu et ses mystères. Car l'expérience dont j'ai fait preuve pourrait peut-être bien vous arriver un jour. Car le mal qui sévissait ce jour-là existe encore et toujours, tout près de vous. En ce début du mois de décembre, attendre le jour de Noël m'était devenu insupportable. Ce supplice de l'attente du jour de Noël au fil de ces envies quotidiennes et pressantes d'ouvrir ses cadeaux était attisé par la tradition gourmande, mais néanmoins provocante, du calendrier de l'Avent. Chaque chocolat mettait de l'huile sur le feu de mon insistant désir de déchirer les papiers cadeaux. Un jour de repos, tel un dimanche, je ne sais plus bien, je décidai de passer à l'action. Pris d'une folie que je ne me connaissais pas, j'entrepris sans mal à ouvrir chaque case du calendrier pour y manger le chocolat correspondant. Le mien, bien sûr, de calendrier, mais ma folie étant sans limite, celui aussi de mes parents. Celui de chacun de mes 2 parents. Après tant de chocolat ingurgité, je me sentis mal et décidai d'aller me coucher. Ma douleur au ventre ne faiblit pas un instant. Ma bouche se mit même à saliver abondamment. Mes yeux se fermèrent doucement pour ne plus jamais s'ouvrir à nouveau. Mais lorsque je revins à moi, je me vis. Je me voyais comme à l'ordinaire dans un miroir, à ceci près que le miroir était absent. Je me voyais de haut, allongé sur mon lit. J'étais comme accroché au plafond, en face de moi-même. La panique m'envahit alors, mais celle-ci ne provoqua pas, comme à son habitude pourtant, de montées d'adrénaline, de battements de cœur irréguliers, de vertiges ou même encore de troubles de la vision. J'étais parfaitement stoïque, accroché à mon propre plafond. Si bien que la panique ne dura pas longtemps. Aussitôt arrivée, elle s'était envolée. Je me regardais donc attentivement.
Plus je semblais me concentrer, plus je semblais me rapprocher de mon propre corps. Me voir ainsi me fit sourire. Je compris en un instant que je pouvais voler. Cependant, je n'eus pas le temps de tester mes compétences aériennes qu'une lumière pénétra dans ma chambre. Un trait de lumière se dessina dans ma pièce à coucher et semblait provenir d'une petite boule à son extrémité. Elle volait si vite que je n'arrivais pas immédiatement à en discerner les traits. Si cette expérience ne vous a pas encore rebuté, dites-vous bien qu'il ne s'agit que de son début, car la silhouette qui se dessinait devant moi était bien celle d'une fée. Et celle-ci me parlait. « La forêt est en danger, jeune prince. Viens avec moi la sauver. Les elfes des bois sont devenus fous, ils sèment le chaos partout. » Pris d'un soudain élan héroïque, j'acceptai. Il me fallut alors faire l'expérience de traverser les murs de ma propre maison pour aller sauver une forêt que je ne connaissais que de nom. Après une grande inspiration, je suivis la fée de la forêt vers ma prochaine destination. Arrivé au cœur de la forêt, je m'étonnai de ne pas avoir froid. Je m'habituai peu à peu à mon enveloppe spectrale, oubliant même presque déjà mon véritable corps. Je n'avais qu'à penser à un endroit pour m'y rendre presque instantanément. Cela devenait intuitif et rassurant. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je savais au moins que je pouvais fuir rapidement. Je ne savais pas non plus ce qu'on attendait de moi, ni la manière dont je pouvais potentiellement aider. La fée de la forêt se trouvait toujours près de moi, et bien que je ne la connaissais pas, m'offrait sans le vouloir un tendre réconfort. En regardant tout autour de moi, je vis tous les animaux de la forêt qui se tenaient là. Tous me regardaient avec une étrange curiosité. Ils attendaient quelque chose de moi. J'eus alors le curieux réflexe de murmurer un bonjour, mais ne suis pas certain de l'avoir prononcé. L'assistance ne réagit pas. Mais le vent se mit à souffler, et je crus déceler quelques phrases dans le vacarme des feuillages. Les elfes des bois, protecteurs de la forêt, semblaient avoir perdu l'esprit depuis plusieurs jours. Ils s'étaient donné pour objectif, semblait-il, de détruire la forêt au lieu de la protéger. La fée m'expliqua alors que la perte de leur raison avait commencé à un endroit précis, autour d'un lac. Ce lac était l'épicentre de leur nouvelle folie. Sûrement y avait-il quelque chose à découvrir. Mais je ne comprenais toujours pas en quoi ma présence était nécessaire. La forêt sembla alors m'expliquer que ce lieu leur était interdit, et que seul un elfe des bois pouvait y entrer. Leur proposition était donc simple, ils souhaitaient faire de moi un elfe des bois. Je me vis obligé de décliner l'invitation. Cette histoire, bien que touchante, ne m'en était pas familière, et moi, Janus, 12 ans, ne souhaitais désormais qu'une seule chose, retourner à la maison. Alors, sans que la fée n'eût le temps de répondre, je m'enfuis retrouver ma chambre. Je n'avais qu'à penser à elle pour m'y rendre presque instantanément. Mais ma démarche ne sembla pas fonctionner. Ne pouvant plus connaître désormais la panique, je m'en sentais pour le moins troublé. Que se passait-il ? Je m'envolai aussitôt vers les nuages et cherchai du regard un endroit où aller qui me rapprocherait de chez moi. Mais après quelques minutes de vol,
presque aussi intense que celui de la fée 1 heure auparavant dans ma chambre, je dus me résoudre à abandonner. Je ne trouvais plus ma maison. La fée vint alors me chercher, et dans son tendre regard de compassion, je devinai que plus jamais je ne rentrerai chez moi. L'expérience qui s'ensuivit n'est pas à partager avec les âmes plus sensibles, car après cette douloureuse information, je m'aperçus qu'il m'était possible de pleurer, sans aucune joue pourtant, pour accueillir mes larmes. Un sanglot sec et épuré, n'atténuant en rien ma douleur. J'eusse été capable de tout donner à ce moment-là pour n'avoir pas mangé tant de chocolat. Peut-être étais-je en train de rêver, pensai-je tout à coup en plein vol au-dessus d'une forêt sombre et mystérieuse. Je n'ai plus de corps pour ressentir, me dis-je, mais pourtant je vois. Je n'ai plus de larmes pour pleurer, mais pourtant je souffre. Je semble rêver, mais pourtant je maîtrise parfaitement mes pensées. Je pense, me dis-je alors. Tout ceci n'est peut-être pas vrai, mais je suis capable de discerner que je pense que ce n'est peut-être pas vrai. Quand bien même je ne puis savoir si tout cela est vrai ou non, je suis sûr d'une chose, je suis en train de penser. Si je pense, c'est donc bien que j'existe, que tout cela est réel pour moi. Je pense, donc je suis. Je ne sais pas où exactement je suis, mais puisque je suis là, je peux certainement faire quelque chose. Je décidai alors de retourner voir mon amie la fée de la forêt, et j'acceptai, non sans crainte, de lui venir en aide. La fée de la forêt me rassura sur ma toute prochaine expérience. Elle allait façonner pour moi un tout nouveau corps, fait d'argile et de terre, tellement précis qu'il ressemblerait trait pour trait à un elfe des bois. Aussitôt mon consentement obtenu, la fée s'attela à la tâche. Cela ne lui prit que quelques minutes, à moins qu'elles ne fussent des heures, j'en perdais déjà le compte. Avant de prendre possession de ce corps, la fée me partagea une dernière information qui me fit frissonner. Le golem qu'elle avait fabriqué, semblable à un elfe des bois, était pour l'instant inanimé, complètement vide de volonté. Et il ne pouvait se mouvoir sans volonté. Cependant, je ne pouvais y entrer en l'état. La fée dessina alors un symbole sur la nuque de ce golem. La volonté de se mouvoir lui serait transmise à travers ce symbole, comme une télécommande allume une télévision. La fée s'approcha donc de moi, prête à me tracer le même symbole, pour achever ce rituel quelque peu artisanal. J'allais devenir la télécommande. Elle dit : par le symbole, ta volonté se transmet. Retrouve ce que tu as égaré. Lorsque je revins à moi, j'ouvris doucement les yeux pour la seconde fois cette nuit-là. Et une fois encore, je me vis. Mais cette fois-ci, j'étais à la place du corps, en train d'observer mon esprit dans son enveloppe spectrale. Tout de jeune rayonnant, je ne me reconnaissais presque pas. Pourtant, mes traits étaient semblables à ceux de mon corps précédent. Je décidai de lever le bras.
Je fus surpris de retrouver des sensations de lourdeur et de préhension. La gravité s'était à nouveau emparée de moi. Mais cela m'avait donné en échange la possibilité de toucher, de pousser, tirer et prendre en main le monde qui m'entourait. Je me levai et m'approchai alors de mon enveloppe spectrale. Je vis le symbole tatoué sur mon front jaune et translucide. Ainsi donc, j'avais en face de moi la télécommande. Enfin, étais-je vraiment en face de la télécommande, puisque j'étais moi-même celle-ci? J'étais la télécommande, mais je n'arrivais pas à me faire à l'idée. J'avais beau essayer d'admettre que ma volonté et toutes mes pensées émanaient de ce corps spectral, je n'arrivais pas à me sentir lui. J'avais vraiment l'impression d'être ce nouveau corps d'argile et de poussière. Vous-même en arriveriez à cette même sensation et cette question troublante, où suis-je finalement? Suis-je ce corps spectral qui se tient devant moi, inerte et immobile? Ou suis-je ce corps d'argile dont je sens la lourdeur et qui se meut? Où suis-je aux deux endroits à la fois? Pour répondre à cette question, je décidai de fermer les yeux et exercer mon esprit à m'imaginer dans ce corps spectral. Mais il n'y avait rien à faire. La sensation d'avoir un corps l'emportait sur la sensation de n'en avoir pas. La fée m'interrompit dans mes réflexions. Il était temps d'y aller et de comprendre d'où pouvait provenir la folie des elfes des bois. Avant de partir, toutefois, je demandai à ce que mon corps spectral, jaune et brillant, soit mis à l'abri. La fée de la forêt le cacha dans un arbre, au centre du tronc. Je me mis donc en route vers le lac, situé plus à l'ouest. Ma marche ne fut pas bien longue, mais profondément solitaire. Aucun de mes nouveaux amis ne m'accompagna dans ce périple. Je pus rapidement entendre un bourdonnement sourd et continu qui se faisait de plus en plus fort à mon approche du lac tant redouté. Il finit par être si fort que le sol sous mes pieds en tremblait. Mon regard s'arrêta dans le feuillage environnant. Tout autour de moi, des elfes des bois par centaines qui s'attelaient à la tâche de ronger tout ce qui passait par là. Je pris une minute pour m'assurer qu'elles ne me démasquaient pas. Mais non. Ils étaient tellement occupés à ronger branche après branche, tronc après tronc, qu'ils ne me remarquèrent même pas. Je continuai donc un peu, et quel ne fut pas mon désarroi lorsque j'aperçus à quelques mètres de là un immense champ de copeaux de bois. Tout était dévasté. Les elfes des bois avaient le sens du travail bien fait, car pas un seul arbre n'était encore debout. Plus je m'approchais du lac, plus l'atmosphère paraissait sournoise et sombre. Je m'évertuai à rester discret, quand tout à coup, sur ma droite, des cris de détresse se firent entendre. Je tournai la tête et aperçus au loin un elfe des bois qui fonçait sur moi, le regard paniqué. Je n'eus pas le temps de réagir, que déjà il était tout près de moi. Mais, contre toute attente, il me frôla sans s'arrêter. À ses trousses, je distinguai deux autres elfes des bois, le visage cette fois-ci marqué d'une cruelle expression. Sans aucun doute, il lui voulait du mal.
Ils passèrent eux aussi sans faire attention à moi. Ils se dirigeaient tous vers le lac. Je décidai donc de les suivre. Je me mis moi aussi à courir, et apparemment je courais extrêmement vite. Ni une ni deux, nous étions près de l'eau. Je vis l'elfe paniqué faire le tour du lac, mais les deux autres le prendre en tenaille. Le temps sembla s'arrêter. Je compris tout de suite qu'il était pris au piège. Il semblait si gentil. Qu'allait-il faire? Le gentil elfe me regarda, cherchant de l'aide. Mais d'autres elfes des bois arrivèrent rapidement, avec la même expression de cruauté marquée sur le visage. Ils s'approchèrent de lui, pas à pas, pour l'acculer au bord de l'eau. Au centre du lac, une lumière rouge commença à apparaître. Les elfes des bois se mirent tous à pousser des hurlements terrifiants. Ils agrippèrent le fugitif et le jetèrent à l'eau. Quelques secondes plus tard, dans un silence saisissant, le gentil elfe sortit de l'eau. Mais, lorsqu'il me regarda, je vis que son visage était désormais marqué de la même expression cruelle que ses semblables. Ainsi donc, il était transformé. Et son regard ne manqua pas de s'arrêter sur moi. Puis, tous les autres firent de même. J'étais sans nul doute la prochaine cible. Alors, je fis preuve de stratégie, et avec tous les talents de comédien qu'il m'eût été donné à ce moment-là, je fis semblant d'arborer le même sourire cruel. Et pour que le subterfuge soit convaincant, poussai un cri aussi terrifiant que strident qui aurait pu me faire peur dans d'autres circonstances. Les autres elfes des bois firent de même, avant de partir rapidement vers le reste de la forêt pour décimer les arbres un à un. Je me retrouvai donc seul à côté du lac. Après m'être autorisé quelques secondes de soulagement, je décidai de regarder dans l'eau pour tenter d'y discerner ce qu'il s'y passait. Mes yeux d'elfe étaient affûtés, et je pus distinguer au centre du lac, au fond de l'eau, une pierre. Le sol du lac était si noir qu'il ne faisait qu'accroître le contraste avec cette pierre rouge chatoyante. Elle paraissait magnifique et était sans nul doute très envoûtante. J'en conclus qu'elle était à l'origine de la folie des elfes des bois. À son contact, ceux-ci paraissaient se transformer en êtres cruels et avides de destruction. Il ne me restait qu'une seule chose à faire. J'en étais déjà convaincu et cherchais juste en moi assez de courage pour me jeter au fond du lac. Je mis un pied dans l'eau et celui-ci semblait déjà se dissoudre, me rappelant que mon corps n'était rien d'autre qu'un tas d'argile semblable à un elfe des bois. Mais je n'étais assurément pas l'un d'entre eux. Tout au plus, une vulgaire copie bien faite. Un pas suivit le précédent, puis un autre, et encore un autre. Je m'enfonçais dans l'eau à mesure que mon corps se ramollissait. La nuque hors de l'eau, j'arrivai au centre du lac, la pierre rouge à mes pieds. Lentement, je fléchis mes jambes.
Je touchai la pierre chatoyante et la pris dans ce qu'il me restait de bras. Je me concentrai pour la recouvrir de tout mon corps, mou et difforme. Je ne ressentais plus sa lourdeur. Je n'arrivais plus à me mouvoir. J'étais comme paralysé, et bientôt je ne ressentis plus rien. Je ne vis plus rien. Je n'entendis plus rien. Seulement un profond silence. Mais j'étais persuadé que la pierre était désormais inaccessible à tous, prise au piège d'un tas d'argile. Le silence de la situation me fit douter. Étais-je encore dans ce lac, ou bien étais-je déjà revenu dans mon corps spectral, pris au piège d'un arbre en pleine forêt? Je pris quelques secondes pour réaliser l'ironie de la situation. Je ne savais même plus où j'étais, perdu dans un noir total, à l'abri de toute stimulation visuelle, olfactive, auditive ou sensorielle. À vrai dire, je crois que j'ai décidé de vous raconter cette histoire à ce moment-là. Mais je ne sais plus bien combien de temps ma réflexion a duré. Quelques secondes, ou peut-être quelques minutes, éventuellement quelques jours, si ce n'est des années déjà. Mon esprit semble avoir fusionné avec cette forêt. Certains promeneurs racontent m'avoir déjà vu dans les rayons du soleil qui transpercent le feuillage près du lac Noir. Mais peut-être suis-je à nouveau fait d'argile, quelque part? Sera-t-il possible que je sois moi-même en train de vous raconter cette histoire? Prenez garde à vous, car je protégerai la pierre jusqu'à la fin des temps. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Retrouvez tout le programme du podcast sur le flux L'Alchimiste, le podcast qui met en aventure la philosophie. Nous avons vu aujourd'hui « Je pense donc je suis ». Nous avons vu aussi un courant philosophique très connu qui s'appelle le stoïcisme. Si vous voulez en apprendre plus, surtout n'hésitez pas à vous abonner au podcast L'Alchimiste. Prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt.